prophecy is true. Bois le jus de nectar de cocktail de fruits. Bonjour, bonsoir à tous et toutes, et bienvenue dans Jus de Ciné, l'émission qui parle de cinéma de façon plus ou moins rapide et agréable et qui se consomme comme un jus de fruits. Je suis encore une fois ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro, pour le 9e numéro de Jus de Ciné. Déjà, le temps passe vite. On se retrouve donc pour l'émission intermédiaire, où donc je suis tout seul et où ça va aller normalement relativement vite, hein, c'est l'émission de mi-mois, où donc on va aborder donc la première moitié du mois de novembre. Comme d'habitude, nous commencerons par les actus, ensuite nous irons faire un tour du côté des sorties de 2020, avec The Gentleman, Monos ou Night Shot, et nous terminerons par les sorties d'avant 2020, avec James Bond contre Dr. No, La Nuit des Masques ou Halloween, Voyage au bout de l'enfer, et Kramer contre Kramer. Beau programme, on commence par les actus. Les actus, alors bon, évidemment, on va pas reparler du confinement, on va pas reparler que les salles de cinéma sont fermées, que ça fait chier. On va parler par exemple de Christopher Nolan, qui s'inquiète que les studios tirent de mauvaises conclusions du box-office de son film, à savoir Tenet. Il a donné un entretien dans les colonnes du Los Angeles Times, où donc il disait que les résultats du film étaient, selon certains, mi-figue mi-raisin. Le film a quand même fait 350 millions de dollars au box-office mondial, ce qui est quand même pas mal, étant donné le contexte. Et ça a été un beau succès en France, hein, il est numéro 1 box-office français. Donc c'est le film qui a fait le plus d'entrées en 2020, donc c'est quand même pas dégueu. Mais voilà, il dit quand même qu'il est quand même assez inquiet pour les salles de cinéma. Lui qui a toujours voulu les soutenir, et c'est tout à fait comment dire ça, c'est tout à son honneur de dire ça, pardon. Voilà, et puis du coup il dit qu'il est inquiet que les studios ne retiennent que le négatif, en fait. Puisque le film n'a pas eu quand même le succès escompté pré-Covid, mais on peut au moins être content de savoir qu'il est toujours avec les salles de cinéma, qu'il essaie toujours de les soutenir. On enchaîne les actus avec une polémique, parce qu'il en faut toujours, hein, des polémiques. Sacrée sorcière, le nouveau film de Robert Zemeckis qui devait sortir en salle là en fin d'année et qui, je crois... Du coup, finalement, je suis encore une fois très bien préparé. Est-ce qu'il va sortir en France, en vrai, de ce film? Du coup, oui, j'ai retrouvé, le film devait sortir le 18 novembre. Donc du coup, je sais pas s'il sortira en France. Mais en tout cas, bon, le film est sorti en VOD, je crois, aux États-Unis. Je crois. Et du coup, ouais, le film est en train de se prendre une grosse polémique, puisqu'il semblerait qu'il discrimine les personnes handicapées, et notamment les personnes atteintes d'électrodactylie, c'est-à-dire une maladie génétique qui est rare et donc qui se manifeste par des malformations au niveau des mains et des pieds. Pourquoi ils ont été choqués, ces gens-là? Parce que dans le film, donc Anna Thaoué, l'actrice principale du film, son personnage n'a que 3 doigts aux mains. Et c'est-à-dire que disons qu'ils utilisent ça pour faire peur. Et apparemment, par rapport au livre dont est adapté le film, c'est une nouveauté, et bah du coup, voilà, ces gens-là l'ont mal pris. Alors tout le monde s'est excusé, l'actrice, le studio, etc. Oui, je pense que c'est une polémique débile, après, bon, je sais pas. À ce compte-là, ça veut dire qu'on peut plus faire de... Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'après, ceux qui ont une formation du nez ont été choqués par Voldemort, tu vois, enfin des trucs comme ça, enfin je veux dire. À ce compte-là, tu peux donc absolument tout remettre en question et de plus faire de monstres de cinéma, enfin bon, c'est bon, ouais. En fait, ce qui me perturbe, c'est que pourquoi ce film et pas un autre, tu vois, c'est vraiment d'un seul coup, boum, ça prend une proportion terrible, enfin bon, voilà. Et le problème, c'est que si on laisse passer ça, si on se dit, ok, c'est une faute, machin, ça va aller jusqu'où, tu vois. Après, tu pourras plus rien faire, tu pourras plus rien montrer. En gros, les arguments que les personnes qui ont été choquées de ça disaient, c'est que ouais, faut pas non plus que les gamins... parce que bon, c'est un film majoritairement destiné aux gamins, apparemment. Faut pas que les gamins s'imaginent qu'avoir 3 doigts, c'est quelque chose d'horrible, machin, que c'est monstrueux, tout ça. Oui, je comprends. Après, c'est aussi aux parents de faire l'éducation de leurs gamins aussi. Je veux dire, si les parents sont suffisamment intelligents, ils vont leur dire que, bah voilà, quoi, oui, là c'est un monstre, mais dans la vraie vie, c'est des gens qui sont comme ça, mais qui sont pas monstrueux. Enfin, je veux dire, à un moment, faut pas trop prendre les gens pour des cons aussi. Je pense pas que le film se foute avec des handicapés, enfin ce serait totalement débile quoi, enfin bon bref. Voilà, bref. Toujours dans les polémiques débiles, Johnny Depp qui sera donc remplacé dans le prochain volet des Animaux Fantastiques, puisqu'il a perdu son procès contre Amber Heard. Pour rappel, alors je vais pas tout détailler là parce que ça va être beaucoup trop long, mais en gros il y avait un procès
entre Johnny Depp et Amber Heard, donc son ex-femme. Et en gros, alors je sais plus qui accusait qui. En gros, c'était une histoire de violence conjugale. Apparemment, il y a des torts des deux côtés, mais c'est Johnny Depp qui a perdu le procès, et donc du coup, il a été viré des Animaux Fantastiques. Donc il jouait le méchant, il jouait Grindelwald dans les 2 premiers films de la saga. Et donc il sera remplacé apparemment par Mads Mikkelsen, acteur danois qu'on a pu voir récemment dans Drunk, dont j'ai parlé dans l'émission précédente. Alors, autant le jeu de l'acteur, ça va. Après, ce qui est choquant dans cette histoire, entre guillemets, c'est que c'est Johnny Depp, quoi, qui virait tout de suite, quoi. Il n'y a même pas de... Voilà, c'est boum. Alors je sais même pas ce qu'il va devoir payer... parce qu'il a perdu, mais il me semble, je sais pas si c'est une amende ou quoi, j'en sais rien. Mais bon, apparemment, dans le procès, il a quand même été avéré qu'il y avait aussi des gros torts du côté d'Amber Heard. Par contre, elle, apparemment, jouera dans la suite d'Aquaman, sans problème. D'ailleurs, il y a une pétition qui est sortie pour la virer, justement, qui a plus une pétition qui a atteint les 1 million de signataires, mais apparemment, ça ne change absolument rien. Voilà, c'est à ce compte-là, ok, virer Johnny Depp si vous voulez, mais aussi peut-être virer Amber Heard, parce que même si elle a gagné, elle a quand même ses torts aussi. Enfin bon, bref. Voilà, encore une fois, c'est une affaire compliquée, mais c'est totalement débile de se séparer de quelqu'un, enfin d'un acteur, aussi talentueux soit-il, c'est débile. Mais de toute façon, il y a que des trucs débiles en fait dans les actus quasiment, parce que la prochaine actu c'est pas moins débile, pas l'actu en elle-même, mais disons les réactions qu'il y a eu par rapport à cette actu, puisque il y a une confirmation que Lashana Lynch, je sais pas que je prononce bien, donc sera la nouvelle 007 dans le nouveau James Bond qui devait sortir aussi cette année mais qui sortira en 2021. Donc No Time to Die, mourir peut attendre. Donc en fait les gens ont pensé qu'elle allait remplacer Daniel Craig et qu'elle allait devenir la nouvelle James Bond. C'est pas exactement ça. C'est-à-dire qu'elle va récupérer le matricule 007. Mais elle va pas devenir James Bond. Évidemment que non, parce que c'est une femme. Elle va avoir le matricule 007. Voilà, le matricule n'est pas forcément attribué à James Bond, tu vois. Voilà, évidemment, ça s'est emballé. L'actrice a reçu beaucoup de commentaires misogynes et racistes. Donc c'est un bonheur, quoi. C'est un bonheur, encore une fois, les gens sont débiles. Après aussi, c'est un peu la faute des médias, qui ont mal donné l'info. Parce que parfois, tu lis littéralement, l'actrice va remplacer Daniel Craig, va devenir la nouvelle James Bond. C'est pas ça. Elle va obtenir le matricule 007. Et encore, je crois que c'est qu'au début du film, ça. Parce que Daniel Craig est parti disparaître au début du film. Après, il me semble que c'est le dernier film avec Daniel Craig. Mais après, du coup, dans le film d'après, je sais pas si... je sais pas si ça va garder ce matricule pendant plusieurs films ou si c'est juste pour ce film-là. Je n'en sais rien. Mais dans tous les cas, non. Elle va pas devenir James Bond, elle va devenir 007. Voilà, encore une fois, ne pas confondre les deux. Les actus toujours avec... alors là, ça va être très rapide. Quelques photos de tournage de Kaamelott qui ont fuité. Alors, je vais pas dire grand chose, hein, c'est juste que ça fait toujours plaisir de parler de Kaamelott et de savoir que le film existe bel et bien, mais qu'on peut toujours pas le voir, qu'on l'a toujours pas vu. On n'a toujours pas toujours pas de date de sortie à l'heure actuelle. On espère pas trop tard en 2021 quand même, ça serait cool. Parce qu'on a très envie de le voir, ce film. En tout cas, les images font rêver, hein, c'est un petit peu à l'image du trailer. Il y a une vraie photographie, il y a une vraie patte artistique, pardon. Et ça fait rêver, et ça donne très très envie, quoi. Donc voilà. Et la dernière actu, avant de passer aux sorties de 2020, alors que... on n'a toujours pas vu la suite, qui paraît devait sortir en 2020. Il y aura un spin-off de Sans un bruit, qui sera écrit et réalisé par Jeff Nichols, mettant en scène notamment de Take Shelter, Midnight Special ou encore Loving plus récemment. Un choix surprenant, parce que c'est pas vraiment un metteur en scène habitué aux blockbusters ou films d'horreur, entre guillemets. Après, bon voilà, le spin-off, on sait pas trop ce que ça peut raconter. Ça partirait d'une idée originale de John Krasinski, qui lui, par contre, sera toujours à la réalisation du deuxième film, hein, qui doit donc sortir l'année prochaine, je suppose. Voilà, c'est juste que le choix est surprenant. Un peu comme Barry Jenkins pour la suite du Roi Lion, quoi. Parfois, t'as des projets et des metteurs en scène qui sont attribués. C'est bizarre. Vraiment, c'est, je dirais, assez inattendu. Voilà. Les actus, c'est fait. Nous pouvons passer aux sorties de 2020. Et comme l'émission précédente, je vais faire par ordre de sortie française et non pas par ordre de visionnage. Pour exemple, on va commencer par un film que j'ai vu tout à l'heure. C'est-à-dire que littéralement, là, j'enregistre à 18h33. Le film dont je vais vous parler maintenant, je l'ai vu à 14h aujourd'hui. Donc vraiment, on est au plus proche de l'actu. Et ce film, c'est The Gentleman, le dernier film réalisé par Guy Ritchie. L'histoire, on suit un espèce de mafieux américain qui vend de la drogue, qui s'appelle Mickey Pearson, interprété par Matthew McConaughey. Et en gros, il laisse entendre qu'il pourrait se retirer du marché. Et évidemment, il va déclencher une guerre... assez explosive, puisque forcément les gens vont vouloir
parce que le mec est un peu le roi de la drogue, quoi. Donc vouloir forcément reprendre l'affaire parce qu'il a un sacré gros business. Donc voilà, donc casting 4 étoiles avec donc Matthew McConaughey, Shane Youngman, Colin Farrell, Hugh Grant, Guy Ritchie qui revient en source entre guillemets après les parenthèses le roi Arthur ou encore Aladdin. Et je vais aller assez vite. Le résultat est bon. C'est un film efficace, rythmé, divertissant, bien écrit et bien interprété. Donc c'est un bon cru, mais c'est aussi un peu scolaire, un peu bavard, et surtout trop démonstratif. C'est-à-dire que le film montre tout, explique tout, tu vois tout, tu comprends tout, ok, ça fait le taf, mais c'est tout. C'est-à-dire que c'est pas un film qui va être très audacieux, malgré le fait que le film a un côté un peu méta, c'est rigolo, et qu'il y a 2-3 vannes qui marchent bien. Mais au-delà de ça, bon, on peut pas non plus dire que le film soit hilarant, on peut pas non plus dire que ça révolutionne le genre. Certes, le scénario est plutôt bien construit, il y a pas mal de rebondissements qui font qu'on passe un bon moment, encore une fois. Mais pour moi, le film ne brille pas parce que il est trop scolaire. Et c'est dommage. Mais c'est un bon cru. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Si vous aimez Guy Ritchie, mettez-le, mais voilà. Je pense qu'il... C'est pas un film majeur de 2020 pour moi, parce que, disons qu'il n'y a pas vraiment de plus-value pour moi. Voilà. On enchaîne avec Monos, réalisé par Alejandro Landes. J'espère qu'on prononce comme ça. C'est un film colombien qui raconte l'histoire. Alors, c'est des enfants soldats qui sont isolés dans un espèce de camp de vacances au sommet des montagnes colombiennes. Ils sont tous armés. Ils sont chargés de veiller sur une américaine qu'ils ont pris en otage. Et en gros, à un moment donné, ils vont devoir s'occuper d'une vache. Il va y avoir un accident qui va engranger une suite d'événements. Et disons qu'en gros, le groupe de jeunes qui était plutôt soudé va commencer un peu à se disloquer, il va y avoir un peu des conflits internes, et j'en dirai pas plus. Donc c'est un film qui est sorti début mars, c'est un film que j'ai raté en salle, mais je m'en veux beaucoup de ne pas l'avoir vu en salle, parce que le film est magnifique en termes visuels, et la photographie est sublime, il y a des plans incroyables, notamment dans la première moitié du film, où donc, ça se passe dans les montagnes, il y a pas mal de paysages... où ça joue un peu sur le contraste avec les nuages et le ciel, et vraiment c'est sublime, il y a des plans magnifiques, vraiment. Et ça en salle, j'imagine que ça doit être sacrément la claque. Mais en tout cas, le film m'a surpris. Le film m'a surpris, très agréablement surpris, parce que je m'attendais à un film un peu... un peu d'auteur, pas forcément chiant, mais disons assez contemplatif, assez lent. Il l'est un peu, mais au final, pas tant que ça, c'est presque un thriller... qui est bien foutu. Le film m'a vraiment attrapé assez vite, et ne m'a jamais relâché. J'ai été à fond dedans. De A à Z, je trouve que les acteurs sont excellents, je trouve que la mise en scène est vraiment très très bonne, il y a vraiment beaucoup d'inventivité dans la mise en scène. J'ai trouvé le film passionnant, ultra efficace. Je dirais juste que les personnages sont pas forcément très attachants, ils sont un peu anti-charismatiques, après ça en dit peut-être beaucoup sur le film aussi, sur ce qu'il raconte. Alors pareil, ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est que là pour le coup par rapport à The Gentleman, il y a très peu de contexte en fait. C'est-à-dire que, bon l'histoire on la comprend, mais disons que il y a très peu de contexte sur les personnages. C'est-à-dire qu'on sait pas trop... d'où ils viennent, on sait pas trop ce qu'ils font là, on sait pas trop pourquoi ils font ça, voilà. Tout est un peu flou de ce côté-là, c'est volontaire, et je trouve ça super intéressant, parce que j'imagine qu'une explication aurait forcément donné un truc un peu décevant, voilà. Le tout est mystérieux, le tout est souvent ambigu, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai passé un très très bon moment, que j'ai pas vu le temps passer, et que ça a été une très bonne surprise, et que je m'en veux beaucoup de ne pas l'avoir découvert en salle, parce que je pense que j'aurais été encore plus emballé, mais là pour le coup je pense qu'on a un film majeur de 2020 pour moi, un nouveau cinéma, le cinéma colombien qui semble très prometteur. Bon après c'est pas un cinéma nouveau non plus, hein, c'est juste moi qui n'ai pas beaucoup de culture de ce côté là, mais voilà, j'essaie de voir des films d'autres pays, et puis celui-là est vraiment génial, donc je vous le recommande à fond, voilà, ne vous laissez pas avoir, ouais ça paraît chiant sur le papier, mais non, je vous assure que c'est vraiment passionnant. Voilà, Monos. Dernière sortie de 2020 que j'ai rattrapé, donc ça c'est un film qui est sorti le 19 juin directement en SVOD, et alors ce n'est pas un film Netflix, mais un film Shadows. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques émissions de ça, donc la plateforme de SVOD française qui s'est lancée il n'y a pas très longtemps, qui propose à quasiment 100% du cinéma de genre, donc film d'horreur, film de science-fiction, film fantastique... thriller, policier, tout ce que vous voulez. Et donc, le film dont je vais vous parler maintenant est leur première production originale, et ça s'appelle Night Shot, c'est réalisé par Hugo Conning, j'espère que je prononce bien encore une fois, et ça raconte l'histoire, alors c'est une espèce de youtubeuse streameuse qui fait de l'urbex, et qui va donc lancer un live où elle part explorer une espèce d'hôpital abandonné, situé à la frontière allemande, et bien évidemment ça va pas très bien se passer. Et la particularité du film, c'est que, alors dans le film ça se passe donc en live,
Et disons qu'elle explique dès le début que le concept de son émission, c'est de ne jamais couper la caméra. Et effectivement, le film est un plan séquence, mais un véritable plan séquence de 90 minutes, où donc vraiment il n'y aura aucun cut. Mais vraiment aucun cut. C'est plutôt bien foutu. De ce côté-là, c'est plutôt ambitieux et audacieux. Et donc voilà, vous l'aurez deviné, c'est donc plutôt un film d'horreur. Et disons que la première partie du film est vraiment réussie. C'est-à-dire que c'est assez immersif. Forcément du coup avec ce parti du plan séquence, c'est très angoissant aussi. Alors du coup ça se passe, du coup c'est un phone footage quelque part aussi un peu. C'est tout filmé à caméra à l'épaule machin, donc ça fait un peu penser au projet Blair Witch ou ce genre de choses, forcément. Et donc voilà la première moitié, voilà ça prend le temps de se lancer, les éléments horrifiques arrivent très doucement petit à petit, et c'est vraiment angoissant parce qu'en plus du coup le film n'abuse pas sur la musique machin. Tout est, t'as l'impression que c'est réel quoi vraiment. Enfin c'est très immersif. Voilà. Malheureusement. J'ai envie de dire presque évidemment, hélas, le film s'emballe un peu trop dans sa seconde moitié, va commencer à devenir un peu moins crédible, parce que là pour le coup il va y avoir une multiplication d'effets horrifiques, pour essayer de vraiment foutre les pétoches, et ça va un peu moins marcher, l'immersion va être un peu gâchée, jusqu'à un final que je trouve gratuit et inutile, vraiment la scène finale du film ne sert à rien, ne raconte rien de plus, c'est juste pour faire flipper de façon très artificielle je trouve, et c'est ultra dommage, parce que vraiment c'était ultra prometteur. Après, ce qui est quand même plutôt appréciable, c'est que le film n'abuse pas sur les jumpscares, il doit y en avoir un ou deux et encore c'est très minime. C'est surtout beaucoup de l'angoisse, c'est surtout beaucoup de l'ambiance, et ça marche bien, quand même. Donc voilà, c'est un film sympathique, mais immensément perfectible, et qui aurait mérité aussi peut-être une meilleure écriture, parce que disons que tout est un peu cousu de fil blanc, les personnages sont pas très crédibles dans leurs réactions, parce que donc on a le caméraman et donc la streameuse youtubeuse. Disons que elle surjoue un peu ce qui se passe alors que lui est très dans le sous-jeu justement. Donc le contraste entre les deux est pas très réussi je trouve. C'est-à-dire qu'elle en fait un peu trop, lui en fait peut-être pas assez. Limite, elle est plus crédible que l'autre, parce que lui vraiment, j'ai l'impression que parfois c'est ah ouais c'est passé ça. Bon ok, faut vraiment qu'on se barre là. Mais vraiment il parle comme ça parfois. Et c'est un film français, hein, j'ai oublié de le préciser, c'est un film français. Et fier de l'être. C'est marqué dans le film, hein. Au début et à la fin, je sais plus. C'est tout à fait honnête. C'est un film d'horreur qui fonctionne plutôt bien. Mais voilà. Disons que ce n'est pas non plus déjà novateur et surtout ce n'est pas non plus totalement effrayant. Mais au moins, il y a le plan séquence qui est tenu et au moins ça fait le taf. Et c'est assez court, hein, donc ça fait 90 minutes. Ça se regarde plutôt bien tout de même. Voilà pour les sorties de 2020, pour les rattrapages de 2020. Hein, donc du coup, parce que vu que je peux plus aller au ciné, je profite de ce confinement donc pour rattraper les films de 2020 que j'avais ratés en début d'année, enfin plutôt dans l'année. On enchaîne avec les sorties d'avant 2020 et on commence avec le tout premier James Bond 007 contre Dr No, réalisé par Terence Young avec évidemment le regretté Sean Connery parce qu'il passait sur je veux dire hein, je l'ai vu sur France 2, hein, il est passé le 1er novembre, je l'ai vu sur France 2, ils l'ont diffusé justement pour rendre hommage à Sean Connery. On avait parlé de Sean Connery dans l'émission précédente avec Marie. Et assez rapidement, c'est le premier James Bond, donc il pose les bases de bonne manière, tout est déjà là. La musique, le Bond, James Bond, la classe du gars, les James Bond girls, le méchant, tout est déjà là. C'est un peu vieillot, bien sûr, mais Sean Connery pue la classe, mais c'est quand même plutôt bien filmé. Et ça se regarde bien, ça passe vite, tout ça. Voilà. Un peu vieillot, mais c'est le premier James Bond, et donc malgré tout, pour l'intérêt historique, c'est quand même relativement enrichissant. Je dirais. Et du coup, ouais, le seul truc qu'il n'y a pas par rapport au James Bond plus récent, c'est la chanson en fait. Le générique du début du film, c'est le thème musical, que tout le monde connaît, mais il n'y a pas de chanson. Il n'y a pas un thème chanté. Ça, c'est qu'à partir du deuxième film, que je verrai certainement bientôt. Voilà. Le film suivant, c'est La Nuit des Masques, ou Halloween, réalisé par John Carpenter, sorti en 1978, qui raconte l'histoire, je pense que tout le monde la connaît, celle de Michael Myers, qui s'est échappé de son institut psychiatrique et qui va donc le soir d'Halloween essayer de tuer des gens. C'est un classique du slasher, c'est peut-être même l'un des précurseurs du slasher. Donc le slasher, c'est un sous-genre de film d'horreur où en gros un tueur va éliminer un à un, souvent une bande d'ados, de jeunes adultes un peu débiles. Et disons que c'est plutôt rigolo de les voir mourir parce que ils sont très cons. Et voilà, c'est Halloween, c'est littéralement ça. Et c'est réalisé par Carpenter quand même, un grand cinéaste. Et je suis toujours aussi époustouflé par la mise en scène de Carpenter. Je trouve sa mise en scène formidable. Et le film arrive vraiment à faire peur, malgré le poids des années. Alors évidemment, ça a un peu vieilli dans l'idée, mais en vrai, je trouve qu'il y a tellement d'idées de mise en scène, et c'est tellement
précurseur sur plein de choses, que le film arrive encore à faire peur. Alors évidemment, le voir aujourd'hui, il faut avoir du recul, parce qu'évidemment, les choses que vous allez voir dans ce film, vous allez dire, mais ça je connais, ça j'ai déjà vu dans d'autres films plus récents. Oui, bien sûr, mais il faut encore se mettre dans le contexte que c'est un des premiers slashers du monde, Halloween. Donc rien que ça, c'est fou. Et puis évidemment, la musique, ce fameux thème principal que tout le monde connaît, qui est formidable. Alors peut-être qu'il revient un peu trop souvent quand même, mais il fonctionne très très bien. Et c'est encore une fois Carpenter qui a composé la musique. Donc voilà, le film est captivant. Et malgré tout, voilà, les personnages sont intéressants, le personnage principal notamment, donc interprété par Jamie Lee Curtis. Mais même le personnage aussi de Donald Pleasence qui joue un peu le psychiatre de Michael Myers, tout ça. Et surtout la scène d'intro. La scène d'intro est tellement folle, et tellement ambitieuse, tellement malsaine, tout ça. Enfin vraiment, le film est vraiment génial. J'ai adoré Halloween, c'est vraiment très très bien. Carpenter est un grand cinéaste. Et Halloween, en tant que précurseur du slasher, c'est vraiment très très fort. On enchaîne avec un autre grand film, Voyage au bout de l'enfer, ou The Deer Hunter, réalisé par Michael Cimino, je pense qu'on prononce comme ça, où en gros on va suivre trois amis qui vont faire la guerre du Vietnam. C'est un film qui dure 3 heures. J'avoue que moi personnellement ça me rebute toujours un peu quand j'apprends que le film dure 3 heures. Mais j'ai été absolument captivé. C'est un film fort et passionnant, et qui a effectivement donc l'audace de se concentrer non pas sur la guerre du Vietnam en elle-même, mais plutôt donc sur les conséquences de cette dernière. Et c'est ultra fort. Honnêtement, sur les 3 heures de film, il doit y avoir au maximum 40 minutes au Vietnam en lui-même. Tout le reste du film se passe aux États-Unis, avec les personnages, tout ça. C'est-à-dire que déjà, rien que la première heure du film, on suit les personnages dans leur vie quotidienne. Donc on sait qu'ils vont partir au Vietnam, mais c'est quasiment que 1 heure d'hystérie, de folie. Donc il y a un mariage qui va être célébré, tout ça. Donc c'est presque une heure de film où tout se passe bien, la vie est belle, tout ça. Et ce qui est génial, c'est qu'un seul coup, boum, on passe directement à la guerre du Vietnam, et là c'est l'horreur absolue. Et après, juste après, on revient quelques temps après, où forcément les personnages ont été ultra affectés par la guerre, certains plus que d'autres, sans spoiler. Et non, enfin c'est un film absolument passionnant, c'est porté par des acteurs extraordinaires. Je dirais que les deux pour moi qui sortent le plus, c'est évidemment Robert De Niro et Christopher Walken, qui est juste monstrueux dans ce film. Ils sont tous les deux impressionnants. Ouais, enfin voilà, c'est une étude de caractère sur ces personnages qui sont pas parfaits. C'est pas des personnages qui sont très aimables, ils ont beaucoup de défauts. C'est des personnages qui sont très faillibles. Et malgré tout, t'arrives quand même à avoir de l'empathie pour eux, parce qu'ils vivent des choses absolument horribles. Et puis il y a les fameuses scènes avec un S de la roulette russe, qui sont cultes. Pour ceux qui ne connaissent absolument pas le film, je vais pas vous le dire là, mais rien que pour ça, il faut voir le film, parce que c'est d'une telle inventivité dans la mise en scène, dans le jeu des acteurs. Donc voilà, c'est un film d'une puissance remarquable, qui n'a pas perdu son impact 40 ans après. Le film est sorti en 78, et ça dure 3 heures, et pourtant c'est passionnant. C'est très très bien, Voyage au bout de l'enfer, voilà. Et enfin, le dernier film, c'est Kramer contre Kramer, que lui j'ai vu hier, au moment où j'enregistre cette vidéo, réalisé par Robert Benton. Le début du film, c'est Madame Kramer, je sais plus son prénom, interprétée par Meryl Streep, qui décide de partir de son foyer, et donc d'abandonner son fils avec son père. Donc Monsieur Kramer, interprété par Dustin Hoffman. Et donc du coup le père va devoir prendre ses responsabilités très vite et s'occuper de leur enfant. Ils vont assez vite développer une forte relation. Sauf qu'un jour la mère va revenir, après plusieurs mois, et sans trop en dire, elle va réclamer la garde de l'enfant. Voilà. C'est évidemment un film qui, comme ça, fait penser à Marriage Story de Noah Baumbach, mais Kramer contre Kramer est sorti bien avant, à savoir en 79. Et alors j'ai trouvé le film merveilleux. J'ai trouvé le film magnifique. C'est encore une fois porté par des acteurs exceptionnels, notamment Dustin Hoffman. Meryl Streep aussi, mais Dustin Hoffman est juste monstrueux. Et encore une fois, c'est d'une justesse infinie. C'est passionnant, c'est bouleversant. Étant moi-même fils de parents divorcés, évidemment, c'est un film qui a beaucoup d'écho en moi, qui forcément me touche plus. Même si bon, ça s'est pas passé. Enfin, ça s'est pas passé comme ça. Oui. Disons que déjà j'étais un peu plus âgé par rapport aux gamins du film quand ils se sont séparés, mais surtout ça s'est pas passé comme ça. Enfin, disons que la question de la garde, de ma garde a été, sans trop dire sur ma vie personnelle, on s'en foutait, assez vite résolu, disons. Voilà, ça s'est pas passé comme ça. Mais forcément, voilà, le film raconte beaucoup de choses sur le mariage, sur la question de la parentalité, pardon. Et c'est un film qui est assez moderne sur pas mal d'aspects, et c'est ça aussi que je trouve assez fort sur ce que le film raconte des choses sur l'émancipation de la femme. Le film raconte des choses sur
le devoir du père, sur le divorce aussi, parce que apparemment à l'époque, le fait de divorcer était très rare. Enfin, c'était très rare, et surtout c'était assez rare enfin oui, c'était très rare de voir des divorces, et cette question de la garde de l'enfant, à l'époque, c'était apparemment très très... enfin, surtout de voir ça au cinéma, c'était finalement apparemment assez inédit. Donc pour ça, déjà, le film a beaucoup d'audace. Et puis voilà, en plus, c'est bien réalisé. Il y a peut-être quelques petits faux raccords par-ci par-là, mais c'est très minime. Et la sélection musicale est parfaite. Et puis les acteurs. Même le gamin qui joue super bien. Généralement, je trouve que les enfants dans les vieux films américains, enfin les films du XXe siècle américains, jouent souvent mal. Mais alors lui, ce gamin, je sais plus son nom, mais il joue très 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 bien. Il est juste, il est bouleversant, notamment dans les scènes finales. Donc voilà, encore une fois, très beau film, magnifique, j'en ai presque pleuré, j'avais vraiment les larmes aux yeux, encore une fois, c'est un film... Forcément, ça résonne en moi plus que d'autres films. Voilà, vraiment, j'ai trouvé ça merveilleux. J'ai pas vu le temps passer, c'est-à-dire... Bon, le film est pas très long non plus, il dure 1h40, mais alors j'ai pas vu le temps passer, mais alors à aucune seconde, je me suis ennuyé. Donc vraiment, bravo et respect. Et c'est la fin de ce jus de ciné. Ça a été assez vite, ouais, je crois, ça a été assez vite. Ouais, je pense qu'on aura quand même pour une bonne demi-heure pour la vidéo. C'est pas mal. Merci de m'avoir suivi pour ce jeu de ciné, donc. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau jeu de ciné et pour de nouvelles vidéos. Elles sont en cours de montage, donc restez dans le coin. Restez connectés, bien sûr. Merci de m'avoir suivi encore une fois. Prenez soin de vous, restez chez vous. À la prochaine. Salut!